Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de La Coupure. J'accueille aujourd'hui Timothée Trôné, fondateur du groupe Brand Baker. Salut. Bienvenue. Merci. Écoute, ravi de t'avoir aujourd'hui. L'idée, comme je te le disais, petite présentation, qui tu es pour un peu nos auditeurs, ton parcours, et après on va enchaîner directement avec les marques que tu as créées et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ok, super. Donc moi, à la base, en fait, j'ai créé Fresh Burritos en 2011. Donc on était le précurseur sur le marché de la restauration rapide mexicaine en France. J'ai vécu avant ça, en fait, pendant plusieurs années sur le continent américain où j'avais découvert la restauration rapide mexicaine. Okay. Et puis donc le lancement de Fresh Burritos en 2011. On a développé le groupe jusqu'à une cinquantaine de restaurants. Et on est devenu un groupe multi-enseignes avec des participations minoritaires et majoritaires selon des concepts. Et on s'est notamment, donc le groupe s'appelle Brand Baker, et on s'est notamment lancé dans le kebab en 2018-2019 à travers l'enseigne Berliner Das Original. Trop bien. Et puis entre-temps, on a revendu Fresh Burritos, et donc aujourd'hui, finalement, le groupe Brand Baker n'est plus que Berliner Das Original. Voilà. Focus sur... Exactement. Et quand tu commences Fresh Burritos, tu dis précurseur parce que tu es le premier ou tu es le premier à l'amener dans cette dimension-là, en fait, la bouffe mexicaine? Il y avait sûrement des restos mexicains. Ouais, alors il y avait des restaurants mexicains traditionnels. En fait, déjà le goût mexicain en France a été finalement importé à travers Old El Paso finalement. Donc C'était vraiment en GMS. Ça s'est lancé dans les années 2000 et puis ça a cru progressivement. Donc voilà. Donc il y avait déjà une certaine notoriété à travers le mexicain, mais en format restauration rapide, il y avait rien ou quasiment rien. Donc voilà. Et c'est effectivement, on va dire qu'il y a eu plusieurs créations simultanées de concepts mexicains à l'époque, en 2011, 2012, 2013. Quoi. Ok. Il y a eu une vague, quoi. Il y a eu une vague, ouais, il y a eu une certaine perte aussi en cours de route. On en a perdu sur le chemin. Okay. Et toi, donc, c'est vraiment tu vois une opportunité du fait que tu rentres des États-Unis ou du continent américain. Qu'est-ce qui fait que tu te lances là-dedans ou alors tu étais dans la restauration et tu dis il faut que je trouve un... Moi, j'ai fait des études d'ingénieur et de commerce, donc à la base, j'étais pas du tout destiné à me lancer dans la restauration, en tout cas pas forcément. Et j'ai connu la restauration rapide effectivement mexicaine à l'étranger. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, dans la tour en bas de chez moi, c'était un restaurant mexicain. J'étais très client tout simplement et je trouvais ça dommage que ça n'existait pas en France. Après ça, j'avais tourné la page. Je suis allé vivre en Argentine quelques années. D'accord. Pendant 5-6 ans. Et puis j'ai toujours eu cette idée d'importer quand même la restauration rapide mexicaine en France. Et voilà, j'ai commencé à travailler et puis j'avais ça me démangeait l'envie d'entreprendre et donc du coup voilà, je suis rentré en France en 2010 et création de Fresh Burritos en 2011. Ok. Et à cette époque-là, tu sais déjà que tu veux en faire, on va dire, un projet entrepreneurial du genre franchise, etc. Ou t'es plutôt, je lance mon resto, j'ai envie de... Enfin, c'est quoi le modèle? Déjà, tu trouves le modèle tout de suite ou tu te cherches encore Quand je me suis lancé au départ, au départ c'était assez difficile. Effectivement, j'allais dire l'ambition était quand même de créer une enseigne nationale, mais honnêtement, je savais très bien qu'il fallait y aller étape par étape. Donc pour en faire une enseigne nationale, il fallait déjà ouvrir le premier restaurant et qu'il marche. Et donc c'était ça évidemment ma priorité. Ça paraît logique, mais c'est bien de le dire. Donc voilà, le lancement du premier restaurant. Et effectivement, j'avais peut-être un manque de maturité aussi à l'époque professionnelle, mais j'avais 24-25 ans. Donc quand je me suis lancé, j'y suis un peu tête baissée et peut-être pas avec le niveau de détail suffisant. Donc effectivement, au départ... donc on dit souvent que la restauration c'est un métier de centimier, etc. Ouais. J'avais oublié quelques centimes en route, on va dire. Et donc effectivement, il a fallu apprendre un peu sur le tas. Mais c'était finalement très formateur. Et tu ouvres à Paris le premier ou Non, c'était une ouverture à Lille. Okay. Ouverture du premier à Lille, et puis en 2011, le second restaurant on l'ouvre en succursale en 2013. Entre-temps, on a fait pas mal d'évolutions sur le concept, et c'était par la suite lancement en franchise en 2015. Ok, d'accord. Et tu sais, c'est intéressant, c'est une enseigne qui est devenue nationale, mais qui vient pas forcément de Paris. Souvent, on a le côté où les gens partent de Paris et après 7 ans d'essayer d'aller en province. Est-ce que toi, t'as vu des disparités entre les régions ou quand tu t'es lancé dans le Nord ou quoi, ou ça a été pareil un peu partout Non, chaque région a quand même sa spécificité. Même, je dirais, chaque emplacement a sa particularité.
Mais il y a quand même pas mal. Le Nord est une terre du retail de manière générale, notamment avec la Galaxy Mullier. Donc, on a un peu cette culture, je pense, aussi du commerce. Mais effectivement, je dirais que sur Paris, on va avoir le côté parfois un peu plus peut-être trendy qui va jouer, alors que sur la province, on va devoir faire peut-être un peu plus attention au rapport qualité-prix. Ok. Et alors, comment on passe de 1 à 2 succursalistes à après modèle franchise? Moi, j'entends souvent que c'est un autre métier, tu vois, finalement. Est-ce que déjà, dès le début, tu es dans les restos ou dès le début, tu fais le choix d'être hors des restos et te dire, moi, je vais être là pour développer, mettre une équipe? Comment tu passes le step de l'entrepreneur dans la restauration à franchiseur, finalement? Moi, j'étais ultra opérationnel au départ. Okay. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce aux États-Unis qui s'appelle Wharton, qui est une des meilleures écoles de commerce aux États-Unis, qui est la même école de commerce d'ailleurs que Trump et Musk. Okay. Pour la petite anecdote. On est dans la. Mais bon, j'ai pas le même profil. Et donc, du coup, j'avais une prof de négociation aux États-Unis et qui était venue en restaurant au début, qui était venue en restaurant, qui était venue sur l'île, et elle était venue manger un burrito, parce que le burrito aux États-Unis, c'est énorme, c'est un marché, je veux dire, c'est 50% du marché du burger aux États-Unis, donc c'est un produit qui est ultra commun. Et donc, elle avait envie d'un burrito en allant sur l'île, et donc elle s'est dirigée vers mon restaurant, et là, on est tombé nez à nez, elle a juste halluciné de me voir tout seul dans mon propre resto, en train de faire des burritos, alors que 2 ans auparavant, j'étais en école de commerce aux États-Unis. Voilà, donc je pense qu'elle a un peu halluciné. Et donc, ouais, j'étais ultra opérationnel. Franchement, je bossais du matin jusqu'au soir. Notamment parce que aussi c'était nécessaire financièrement de le faire. Okay. Donc voilà, et puis ça m'a donné une bonne formation aussi finalement. Donc voilà, et puis après petit à petit, on a ouvert le deuxième restaurant, pareil en restant très opérationnel. Et lancement en franchise juste après. Et là, effectivement, c'est gros changement de métier, quoi. Parce que même si, j'allais dire, on ouvre aussi des restaurants, mais on accompagne aussi des franchisés, il faut animer un réseau. Il n'y a pas juste le volet opérationnel, il y a toute la partie aussi animation de la marque, etc. Ok. Et là, tu te mets en franchise parce que tu as des demandes, des gens qui ont vu le concept et qui disent tiens, j'aimerais bien en ouvrir. Est-ce que c'est un parcours classique du genre salon de la franchise, etc. Comment tu rentres dans ce milieu-là, toi qui est pas forcément dans... Ouais, en fait, complètement. Le marché de la franchise en France, il est assez structuré. Okay. En tout cas, il l'était vraiment quand je me suis lancé en franchise avec Fresh Burritos en 2014-2015. C'était vraiment, en gros, il y avait les sites de mise en relation et il y avait le salon de la franchise. Donc, en fait, j'allais dire, se lancer en franchise, c'était quoi? C'était tu te références sur les sites de mise en relation et tu fais le salon de la franchise. Okay. C'est ce que j'ai fait, tout simplement. Ok. Et justement, tu n'as pas ce côté où tu arrives avec... Est-ce qu'il y a finalement une bonne taille pour se lancer en franchise? En ce moment, tu vois, je vois, il y a tout le monde, on connaît toutes les enseignes, etc. Mais là, tu te lances avec 2 restos. Est-ce que c'était... Moi, des fois, j'entends dire, mais si tu n'as pas X restos, c'est plus compliqué, etc. Comment ta démarche en te lançant, tu t'es arrivé un peu fleur au fusil? D'ailleurs, tu disais, quand on se lance, on a un peu le côté, pas forcément centimé, mais le côté un peu naïveté de l'entrepreneur. Est-ce que tu arrives dans la franchise pareil, en te disant, de toute façon, on y va, au pire, on aura 0 demande et au mieux, on verra ce qui se passe? Ouais, complètement. Ouais. Je me suis lancé en franchise. En fait, on avait pris le plus petit stand possible au salon de la franchise. On n'avait même pas encore de franchisés. Donc, je pense que oui. Je me souviens qu'il y a beaucoup de candidats franchisés qui nous prenaient de haut, quoi, en se disant, mais qu'est-ce que vous faites là, quoi. Mais en même temps, il faut bien commencer quelque part. Et puis, ça nous permettait aussi de nous confronter un petit peu aux franchisés, quelles sont leurs attentes, etc. Donc, quelque part, ça aussi, ça a été formateur. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut aussi démystifier le marché de la franchise. Il n'y a pas de règle établie. La vérité, c'est que tu peux ouvrir un point de vente et puis qui marche bien et tout de suite te lancer en franchise parce que ton modèle est bien pensé, parce que tu as un bon business model tout simplement, mais aussi toute la partie process, opérationnel, etc. qui fonctionne. Comme tu peux très bien être plus un succursaliste et avoir 5, 10, 15, 20 restaurants en succursale et ne jamais franchir le cap de la franchise parce que en fait le côté duplicable est un peu plus compliqué ou pour différentes raisons. Donc je pense qu'il n'y a pas de vérité. Voilà. Ok. Et c'est quoi les grands... Donc là, tu as 2, tu commences en... C'est quoi les grandes étapes? Tu passes de 2 à combien? Puis qu'est-ce qui fait qu'on arrive à 50 en 10 ans
Une dizaine d'années. Ça se fait progressivement, tout simplement. On fait évoluer le concept aussi au fur et à mesure, donc on gagne en attractivité. Notre business model qui a pas mal évolué, donc on avait des meilleurs chiffres d'affaires périmètre constant tous les ans, une marge qui s'améliore, une marque aussi qui se fait de plus en plus connaître de par le déploiement, mais de par aussi forcément plus on grandit, plus le budget communication augmente, etc. Donc voilà, donc on a une attractivité qui progresse tranquillement, quoi. Ok. Voilà. Et toi, tu vois le truc, enfin, comme tu disais, aux US, c'est un marché huge. En France, finalement, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de vague, mais qu'il n'y a pas eu cette déferlante. Tu vois, aujourd'hui, le Tex-Mex, on va dire, tu l'as dit, c'est Hôtel del Paso pour la GMS. Il y a 2-3 enseignes encore qui vraiment sont encore debout aujourd'hui, qui sont un peu sur le territoire national. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas eu, comme le burger, le poké, le machin, une espèce de... Tu sens que les Français sont moins dans cette recherche-là c'est parfois une question de momentum, tout simplement. Pourtant, c'est des super produits. Je veux dire, le mexicain, honnêtement, c'est assez sain. Ça a du goût. Donc, je veux dire, quelque part, ça coche toutes les cases. Il y a le côté à la fois sain et gourmand, quoi. Ouais. Mais pour autant, c'est vrai que on sent que moi, je suis dans le kebab aujourd'hui. Donc, je vois un petit peu la différence aussi de potentiel et de puissance du segment en tant que tel. Et c'est vrai que c'est le jour et la nuit. En termes de hype ou... Oui, le kebab, c'est un produit qui a un réflexe aussi de consommation. Le burrito, c'est pas réellement un réflexe de consommation. En fait, effectivement, le burrito est un peu aux États-Unis ce que le kebab est à la France. Ce sont des produits qui ont été ramenés par des immigrés, etc. Mais donc voilà. Mais je pense que ça mettra du temps pour que le kebab soit aux États-Unis ce qu'il est en France, et inversement pour le burrito en France. Ok. Ouais. Et donc là, on arrive un peu sur... tu passes ce métier de franchiseur, tu passes de 2 à plus, bientôt 50, etc. C'est quoi pour toi un bon franchiseur, justement, et un bon franchisé, maintenant que tu en as vu des centaines, j'imagine, au travers des salons, etc. etc. Alors, un bon franchiseur, c'est quelqu'un déjà qui est en capacité d'avoir une vision et de bien intégrer sa marque dans le paysage du retail en France. En tout cas, pour le... c'est pour ça que des fois, c'est difficile aussi d'expatrier une marque. C'est parce qu'il faut avoir quand même une connaissance assez fine du marché. Donc, premièrement, il doit avoir une vision. Deuxièmement, il doit être en capacité d'animer un réseau avec toutes les particularités. Et justement, c'est ça, être un bon franchisé, c'est difficile de donner un profil type, parce que parfois, on a des enseignes qui vont dire « je vais rechercher uniquement des exploitants », pas forcément des personnes qui sont plus à un profil multisite, etc. Mais en réalité... il peut y avoir des très bons franchisés multisites, comme il peut y avoir des très mauvais exploitants. Donc, je dirais que la première chose, c'est un peu comme un entretien de recrutement. C'est déjà, est-ce qu'il y a un partage de valeurs ? Est-ce que le feeling passe ? Est-ce qu'on pense que c'est quelqu'un qui... Il y a un côté un peu schizophrène chez un franchisé. Hein. À la fois, il a envie d'indépendance, et donc il entreprend. Mais à la fois, il devient franchisé et il sait très bien que, à un moment donné, c'est le jeu du réseau, il va falloir se conformer à des process. Et donc, tout ça, ça suppose justement d'avoir un moyen de gouvernance pour ça. Donc, chez nous, par exemple, chez Berliner, on a une commission franchisée, avec des franchisés qui sont élus, avec lesquels on prend les décisions, les grosses orientations du réseau, en sachant que ça reste le franchiseur quand même qui garde le dernier mot. Mais en tout cas, c'est plus que consultatif, quoi. Et donc, voilà. Et ça permet justement d'avoir cette gouvernance qui permet de faire adopter certaines choses au réseau. Mais c'est vrai que, je veux dire, les franchisés ont tous des visions différentes de ce que peut devenir l'enseigne. Et donc, il faut pouvoir aligner tout le monde, et il faut pouvoir faire adopter les décisions de manière commune, quoi. Ok. Ouais, je vois très bien. Et c'est difficile parce qu'en plus, j'allais dire, ce sont des entrepreneurs dans la restauration. Donc, ce sont des gens quand même qui sont souvent ont du caractère. Enfin, voilà, c'est ça, c'est une réalité. Donc, on n'a pas affaire à des gens qui sont toujours lisses. Donc, il faut pouvoir justement à la fois avoir une bonne force de conviction et savoir dire non, et savoir aussi écouter, quoi. Ok.
Ouais, parce que souvent, quand je vois des réseaux qui grossissent un peu comme les tiens, alors à la fin, il y a une disparité de profil aussi. C'est-à-dire qu'on a l'entrepreneur qui veut pas du tout mettre les mains dedans, tu as le restaurateur qui a qu'une envie, c'est d'ouvrir un restaurant, etc. Et à la fin, c'est peut-être que les réunions annuelles, ça peut aussi avoir tout le monde donne son avis. Toi, juste avant avant de passer plutôt sur Berliner, aujourd'hui, tu as revendu Fresh Burritos. Ouais. J'ai entendu parler d'une expansion en Asie potentiellement. Ouais. Tu peux nous en dire 2 mots, comment c'est arrivé? Est-ce que c'est toi qui t'es dit, en fait, il y a un marché là-bas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vu... en ce moment, en plus, pour faire une double question, il y a plein d'enseignes françaises qui commencent à s'expatrier. J'ai vu Begelstein avec l'Inde, j'ai vu aussi, je crois, Frank's Hot Dog aussi avec un pays. Il y a Yogurt Factory sur la partie Philippines, je crois, ou Asie Sud-Est. Est-ce qu'il y a une trend sur les entrepreneurs français de la food? Qu'est-ce qui se fait qu'en gros, il y a beaucoup de gens qui nous demandent en ce moment? Je pense qu'il y a nous concernant, en tout cas, c'était une rencontre, tout simplement. C'était pas forcément se lancer en Corée, c'était pas forcément le marché qui était visé pour nous. On s'est dit, il faut à tout prix qu'on aille en Corée. Même si honnêtement, c'est un très bon marché. Je veux dire, c'est un marché en plus qui consomme beaucoup sur de la restauration rapide. Donc effectivement, ça s'est fait assez simplement. En réalité, j'avais un master franchisé Subway qui venait de revendre ses 300 restaurants en Corée du Sud. Et qui est venu à Paris, qui a mangé chez nous et qui a adopté le concept, quoi, qui a apprécié. Donc il m'a contacté sur LinkedIn. Moi j'ai répondu en me disant c'est quoi ce truc parce que je reçois forcément des dizaines et des dizaines de messages sur LinkedIn. Donc j'y suis allé un peu la fleur au fusil en me demandant ce que ça allait être. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était l'ancien DG de McDo en Corée du Sud. C'était quelqu'un de vraiment très sérieux. Et en plus de ça, le fit s'est tout de suite bien passé. Et donc voilà, progressivement on a enchaîné. Et effectivement aujourd'hui on a 2 restaurants Fresh Burritos en Corée du Sud. Et donc même si j'ai revendu effectivement la partie française, j'ai gardé quand même la master franchise en Corée du Sud. Ça va être ma future question. Est-ce que quand tu t'avais scindé, d'accord. Et t'es allé sur place un peu voir les gens, ils sont au niveau de la bouffe, etc. C'est leur truc, ils découvrent ou ils connaissent bien comment c'est. Ouais. Alors oui, je suis allé sur place. J'y suis allé 3-4 fois. Ouais, ils adhèrent vachement. En fait, le Corée du Sud, c'est un peu, j'allais dire peut-être en mentalité, c'est peut-être le pays le plus occidental d'Asie, quoi. Donc oui, ils adhèrent. En plus, ils adorent les États-Unis, les Coréens. Donc ils aiment le burrito. La restauration mexicaine, il y a déjà quelques enseignes qui existent. Alors elles sont pas hyper nombreuses, mais il y a déjà quelque chose qui existe quand même. Donc voilà. Donc on n'est pas arrivé non plus en terre inconnue. Et ouais, ça fonctionne. Ouais, ce sont des vrais consommateurs de restauration rapide. C'est assez impressionnant. À Séoul, le midi, c'est une espèce de fourmilière dans les restaurants. C'est assez impressionnant. Ouais. Et d'ailleurs, t'as noté des différences. La France, on est aussi une terre de restauration rapide. En tout cas, de plus en plus, j'ai l'impression. Là-bas, c'est vraiment le niveau du dessus. Vraiment, ils sont vraiment. Il y a pas de. Est-ce qu'il y a une gastronomie un peu comme chez nous qui est très marquée, où les gens sont vraiment dans les enseignes, comme tu disais. Ouais, ils adorent les marques en fait. Ils adorent les marques. Je pense qu'il y a un peu moins cette culture qu'en France, notamment à Paris. On aime bien quand même les indépendants. On aime bien par exemple, je sais pas, on va avoir une sandwicherie indépendante ou un burger indépendant. On va trouver que c'est plus cool parce que c'est indépendant par rapport à un chaîné. Et donc voilà, on peut avoir un peu plus de hype autour du concept, etc. sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, ce genre de choses qui peut se perdre un petit peu avec le développement parfois, parce que quand ça devient une chaîne, dans l'imaginaire des gens, c'est forcément plus industriel, ce qui n'est pas forcément vrai. Hein. Mais voilà, ça peut arriver. Tandis qu'en Corée du Sud, ils adorent les marques. Avoir une chaîne, c'est gage de qualité. Ça veut dire que complètement. Ils adorent ça, ils adorent aller consommer dans une marque, etc. Ça, c'est leur truc. Ok, c'est intéressant. Et comment t'en viens finalement alors à switcher entre la restauration mexicaine, Tex-Mex, à la restauration kebab? Alors en fait, moi, le marché du kebab, ça a toujours été un marché qui m'a interrogé parce que c'est un produit iconique de la restauration rapide.
mais pour autant, le marché du kebab n'est pas du tout structuré en France. Enfin, je veux dire, c'est un segment un des derniers segments, je pense d'ailleurs, de produits qui est aussi peu structuré. Donc, on a finalement un marché à 2,5 milliards avec aucun leader du marché qui se dégage, avec en plus de ça des produits qui n'ont pas forcément bonne réputation. Et la mauvaise réputation, honnêtement, elle est assez justifiée. Okay. Elle est assez justifiée parce que le kebab s'est développé justement pas mal à travers des grosses usines de production en Allemagne qui, pour certains, faisaient vraiment pas bien les choses, quoi. Voilà. C'est l'industrie en Allemagne, c'est l'industrie de la saucisse, alimentaire, beaucoup sur la viande. Et en fait, ils ont une partie, pas tous, mais une partie des industriels du kebab ont repris un peu ces méthodes-là. Donc, en gros, on met de la viande hachée, on pique à l'eau les filets de poulet pour les faire grossir, on rajoute du gras, on rajoute de la peau, et tout ça pour que ça tienne ensemble. On met de la colle alimentaire, on met des additifs, etc. Putain, il n'y a rien qui va là dans cette phrase. Non, mais c'est une réalité. Donc nous, et pourtant, c'est le pays le deuxième pays du kebab, finalement, l'Allemagne. Mais c'est pour ça que je dis, on va dire qu'une majorité des usines travaillent comme ça, mais heureusement qu'ils ne travaillent pas tous comme ça. Mais donc, du coup, ça donne une mauvaise réputation au kebab qui est quand même relativement justifiée parce qu'en fait, ça est en train de changer et d'ailleurs c'est un peu aussi grâce à nous mais on va dire que dans les années 2000-2010 on va dire que beaucoup de restaurateurs de kebab, leur objectif c'était d'acheter la viande la moins chère possible et le pain le moins cher possible pour pouvoir vendre un truc à 5 €. C'était ça. Et donc voilà, nous, c'était un peu cette vision là de se dire attends, quand même un kebab c'est hyper bon, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas forcément de produits de bonne qualité sur le marché ou qu'on n'en ait pas suffisamment et qu'on n'ait pas du tout de structure sur le marché. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi je vois deux choses. C'est vrai que, alors, au-delà de l'inflation, mais c'est vrai que moi quand j'étais au lycée, le kebab frites canette il était à 5 €. C'est vrai qu'aujourd'hui il est peut-être à 2 fois ou 3 fois ce prix-là. Et deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu le marché du kebab, c'est un peu comme avant que des marques comme Bao Family arrivent sur le marché de la restauration, de dépoussiérer justement le restaurateur chinois qu'on avait tous un peu en imaginaire, des fois même un peu avec des trucs fake. C'est-à-dire pour nous, là, quand on était petits, le chinois, il faisait des nems, de la bouffe chinoise, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est une nourriture plutôt asiatique au sens large. Et après, il y a des enseignes qui arrivent et qui mettent un peu, finalement, une espèce de maître étalon, de nouveaux standards de qu'est-ce que doit être la nourriture asiatique, la nourriture kebab, etc. Est-ce que toi, tu as l'impression d'arriver dans ce truc-là, de dire finalement, en dessous de ça, finalement, c'est pas correct? Je pense que nous, on fait déjà un kebab clean. Et donc bon, ça passe par notre chaîne d'approvisionnement, hein. Donc voilà, donc chez nous, quand tu viens manger une broche, du kebab poulet, c'est de la cuisse de poulet marinée. Elle n'est pas injectée avec de l'eau, il n'y a pas de haché avec, etc. Enfin, je veux dire, voilà, donc déjà, tu sais ce que tu manges. Donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, on a du pain, c'est du pain avec du blé français, enfin, c'est pain qualitatif qui est fabriqué par les usines de Paul, de boulangerie Paul. Donc voilà, je dirais qu'en fait, on a adopté finalement chez nous les méthodes du fast casual au kebab. Okay. J'ai pas la prétention de dire qu'on est le meilleur kebab du monde, peut-être que voilà. Mais honnêtement, on a un super produit. Le produit est vraiment bon. On a une très bonne satisfaction client. On est à 4,3, 4,4 en moyenne sur tout le réseau pour une chaîne. C'est très bien. Et en plus de ça, on a notre petit lot de faux commentaires à chaque ouverture parce que forcément le kebab c'est un métier indépendant et ils aiment pas trop les chaînes non plus. Donc tu les repères vite maintenant. Oui, complètement. Si. Des fois, on n'est même pas encore ouvert quand on a déjà 15 avis négatifs. Donc, bon, bref, ça fait partie du jeu. Quelque part, ça veut dire qu'on dérange. Il vaut mieux. Quelque part, c'est pas une mauvaise chose. Donc voilà. Mais donc, ouais, j'ai quand même la prétention de dire qu'honnêtement, on a un vrai bon produit qui plaît et qui, on sait ce qu'on mange quand on vient chez nous, quoi. Voilà. C'est des sauces faites maison, c'est des légumes frais, etc., quoi. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, tu parles de légumes frais.
t'es un peu parti sur un pan du kebab qui est justement en ce moment est un peu, tu vois, un peu à la mode entre guillemets depuis quelques années. Mais c'était pas le kebab traditionnel qu'on mangeait un peu quand on était plus jeune ou quoi, ou même qu'on mange encore aujourd'hui. C'est vraiment le Berliner, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de sous-spécificité dans le kebab. En fait, c'est marrant parce que à la base, le Berliner, c'est pas un kebab. Voilà. En fait, Berliner, c'est un nom qu'on a donné à notre enseigne. Et aujourd'hui, dans le langage commun, on va dire, des initiés de la restauration rapide, on mange un Berliner. Mais même si on vient pas chez nous. Donc en fait, on a été quand même pas mal copié, très honnêtement. Mais c'est la culture du marché qui est comme ça. Okay. Enfin, je veux dire, on sait tous qu'un kebab ressemble à un autre kebab depuis des années et des années. Enfin, je veux dire, avant même qu'on soit là. Et en fait, on a lancé un nouveau produit. En fait, nous, notre positionnement, c'était quoi ? C'était de se dire... déjà quand on va manger un kebab en Allemagne, dans les bons kebabs, on trouve ça meilleur. Et puis c'était de se dire aussi, voilà, oublions un peu cette mauvaise réputation et revenons aux origines de ce qu'était le kebab quand il a été créé à Berlin par des immigrés turcs. Parce que le kebab, en fait, a été créé à Berlin par des immigrés turcs. Enfin, la broche en elle-même, elle existe dans plusieurs pays, au Liban, en Grèce, en Turquie, au Mexique même. Donc voilà, donc la cuisson à la broche, c'est quelque chose qui existe un petit peu partout, mais en soi, le sandwich kebab tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est quand même un kebab ça ressemble, enfin, ce qui a été créé à Berlin. Okay. Donc voilà. Et donc en fait, voilà, on s'est dit, on va revenir aux origines et on va proposer un produit. Aujourd'hui, donc effectivement, on propose le kebab à la berlinoise. On a aussi quelques recettes éphémères, etc. Enfin, on a pas mal de nouveautés. On sort 6 à 7 recettes par an innovantes, donc on s'éloigne parfois aussi du kebab berlinois en tant que tel, quoi. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, le Berliner, et donc toi au début tu as une jonction, tu es Fresh B et Berliner. Oui. C'est aujourd'hui tu es que Berliner. Aujourd'hui il y a combien de Berliner justement? On a 29 restaurants aujourd'hui. Ok, 29 restaurants. Et on en ouvre une douzaine cette année. Ouais. Ok, avant le salon en plus. C'est-à-dire qu'il y a le salon qui arrive. Et... D'ailleurs, vous faites le salon? Non, justement, on n'y sera pas. Okay. Ouais. Et donc, une douzaine d'ouvertures. Et donc, il y a de la place finalement sur le territoire national. Finalement, comme tu dis, il y a des kebabs traditionnels, il y en a partout. Donc, finalement, il y a de la place pour faire émerger une chaîne. Est-ce que tu considères comme premium ou pas, justement, aujourd'hui? Ouais, si. On a des... Enfin, en tout cas, ce qu'on fait, c'est premium, okay. Honnêtement, oui. Je veux dire, on se donne quand même du mal, quoi. Enfin, honnêtement, je veux dire, pour trouver... des ateliers de production qui acceptent de jouer le jeu avec nous pour produire des viandes avec le niveau de qualité qu'on le souhaite, c'est pas simple, honnêtement. On aurait très bien pu se faciliter la vie et prendre juste l'étiquette Berliner et puis faire des broches qu'on trouve partout chez les industriels, comme font la plupart des acteurs du kebab et même des jeunes acteurs du kebab. Aujourd'hui, nous, on s'est donné quand même du mal pour le faire. Okay. Parce que voilà, on veut pas faire de fausses promesses non plus. Voilà. Effectivement, il y a un marché d'indépendants. Mais il y a quand même beaucoup de déçus du marché indépendant, c'est une réalité. Je veux dire, même si le kebab reste un produit qui plaît avec un marché conséquent, il y a quand même pas mal de personnes qui consomment plus ou qui consomment pas de kebab, ou peu de kebab, pardon, parce que justement ils ont été plutôt déçus, parce que voilà, l'expérience client n'est pas forcément top, on va dire. Et puis même si à nouveau je mets pas du tout tout le monde dans le même sac, parce qu'en fait il y a des gens qui travaillent très sérieusement, mais on a toujours en tête de se dire est-ce que c'est vraiment propre, etc. Voilà. Donc le côté chaîné rassure là-dessus. Okay. Rassure parce qu'on se dit bon bah c'est une chaîne, donc ils font quand même attention. Et puis voilà, notre positionnement rassure d'une manière générale. Donc en fait, on va réussir à la fois à avoir une clientèle qui est une clientèle existante du kebab déjà, qui a envie de changer un peu aussi de produit parfois, et une clientèle qui finalement on va dire les déçus du kebab, voilà, et qui reviennent manger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une clientèle à 50% féminine, donc quand même sur un marché qui est quand même où l'image est plutôt masculine. Et on a aussi
notre clientèle, c'est le reflet de la France, quoi. Tu vas chez nous, tu peux très bien avoir le médecin ou le notaire qui habite l'immeuble à côté, comme des couches plus populaires, comme des familles. Enfin, c'est vraiment le reflet de la France. Ça me fait penser d'ailleurs à McDo un petit peu. Tu sais, quand tu vas chez McDo, finalement, t'as vraiment le reflet de la France en termes de population. Chez Berliner, c'est un petit peu ça. Ok. Ouais. Parce que j'avais posé la question justement si tu n'avais pas une clientèle, tu vois, par exemple, moi, je mange, enfin, j'ai été, je suis génération kebab à 15 ans, j'en mangeais souvent, etc. Et peut-être qu'après, quand tu grandis, tu te dis, bon, on va peut-être manger autre chose, etc. Et tu manges plus trop de kebab. Et peut-être que tu récupères finalement ceux qui adoraient le kebab, mais sans vouloir justement retomber dans ce que tu dis, c'est-à-dire être peut-être potentiellement déçu. Mais donc là, toi, tu dis finalement, tu as du 15 à 40, 50 ans. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de monde qui se retrouve finalement dans ça. Ouais, complètement. En fait, on arrive à viser très large. Après, je pense aussi que notre produit à nouveau est bon. Donc, une fois que tu l'as testé, logiquement, tu l'adoptes. Donc, voilà. Mais bon, c'est la base, mais quand même, c'est bien de le dire. Donc voilà. Et puis après, c'est à nouveau. C'est quand même un marché conséquent, quoi. 2,5 milliards, hein. C'est quand même. Donc, je veux dire, le potentiel, il est encore devant nous. Ouais. Et comment tu vois justement, est-ce que tu arrives à faire la différence entre ce qui a essayé de remplacer le kebab, le tacos, qui a une espèce, un peu comme le poké ou le burger, il y a une espèce de grosse hype sur le tacos. Est-ce que tu le considères comme un concurrent? Est-ce que pour toi, c'est pas du tout la même chose? Comment tu te places par rapport à ces acteurs-là? Est-ce que vous êtes sur la même marché ou pas? Parce que en étant peut-être premium, tu dis que t'es pas forcément sur le même truc, mais comment tu te positionnes par rapport à ça? C'est une bonne question. Je pense qu'on est concurrent forcément sur une partie de notre cible. Après, honnêtement, je veux dire, les deux produits sont quand même très différents. On a la concurrence sur le marché de la restauration rapide, c'est pas quelque chose qui manque. Je veux dire, c'est un marché de base qui est très concurrentiel. Je pense que tous les concepts ont été faits plus ou moins une fois dans la... Alors, est-ce qu'ils ont perduré ou pas, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même un marché qui est ultra concurrentiel. Donc, on est tous en concurrence plus ou moins. Ouais. Parfois, on a de la concurrence frontale, parfois, on a de la concurrence un peu plus indirecte. Je pense qu'effectivement, le marché du tacos, il est en concurrence, on va dire qu'il se situe un petit peu entre les deux. Ouais. Le marché du French tacos, c'est quand même souvent une clientèle assez jeune et plutôt masculine. Donc forcément, c'est une clientèle que nous aussi, on vise de par nos produits, mais pas uniquement. Voilà. Ok, donc c'est plus élargi. Enfin, on peut la clientèle se retrouve plus de manière élargie dans le kebab un peu Berliner-like, quoi. Oui, complètement. Oui. Et on a aussi des bols pour des versions de bols pour les femmes, notamment parce que c'est une clientèle féminine qui prend principalement nos bols. Et effectivement, tu retrouves, tu peux avoir un bol sans frites avec seulement de la viande, des salades, etc. Okay. Voilà. Donc, je veux dire, tu peux aller manger chez nous et avoir un produit gourmand et sain quand même. Ok, trop bien. Ouais. Et en tant qu'entrepreneur, comment tu te places aujourd'hui? Est-ce que j'imagine que tu es beaucoup moins hands-on qu'avant, mais c'est quoi ton... t'es encore franchiseur, j'imagine que c'est un modèle franchise. C'est quoi ton rôle aujourd'hui versus il y a 10 ans? Comment ça a évolué ton rôle en 10 ans? En fait, moi, les étapes par lesquelles on passe là sur Berliner, c'est des étapes que j'avais déjà un petit peu vécues par le passé, mais avec plus de potentiel. Et donc voilà. L'avantage que j'ai, c'est que quand on est un entrepreneur, on fait des choses bien, on fait des choses moins bien, et donc on apprend. Donc quelque part, cette aventure Berliner, elle me permet je me suis enrichi de ce qu'on a fait chez Fresh Burritos pour pouvoir justement faire les choses mieux. Donc voilà. Moi, je reste très opérationnel. Si demain, vous faites une demande de candidature de franchise, c'est moi qui vais y répondre directement. Je m'occupe aussi pas mal de la partie, justement, produits, achats, etc. Donc, je reste quelqu'un de très opérationnel. Okay. On est aujourd'hui une quinzaine de personnes à la tête de réseau. Mais voilà, je reste effectivement très en contact du terrain. Ouais. Et là, justement, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient lancer des restos, tu dis oui, j'ai un peu appris. C'est quoi les 2-3 choses que tu dirais, ou même une que tu dirais qu'il faut jamais refaire, tu vois, par rapport à ce que tu as vécu chez Fresh B ou Berliner? Ouais. Je pense que le marché bouge très vite. Donc en fait, il faut sans cesse investir sur la marque.
Voilà. Je pense que sur Fresh Burritos, on avait investi sur la marque, mais on avait aussi investi pas mal sur de la succursale. Et aujourd'hui, si on veut être sur un modèle de franchise, ce qui est quand même notre volonté sur les 2-3 prochaines années sur Berliner, c'est d'être quasiment exclusivement sur de la franchise. Il faut vraiment mettre en place des moyens de gouvernance. Il faut vraiment investir sur la marque constamment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire sur de la partie communication, sur de la partie innovation, ça veut dire mettre les bons outils en place, etc. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, tu parlais de gouvernance. Tu disais qu'il y avait un pool de franchisés chez Berliner qui, en gros, prenait des décisions. Est-ce que tu peux nous dire sur quel type de décision ils agissent et comment ces franchisés se retrouvent à la tête de cette commission ? Alors, ils sont élus. Ok. Ce sont des franchisés élus par les franchisés. Okay. Donc, quelque part, ils ont cette légitimité pour les représenter. Ensuite, c'est tous les ans ou ça change ? C'est 2 ans. Tous les 2 ans ? Oui, parce que sinon c'est trop court. Et donc voilà. Et ensuite, en fait, c'est vraiment, on va parler à la fois des sujets de communication, à la fois des sujets produits, à la fois des achats. Et puis, si tu veux, aujourd'hui, nous, on a un ordre du jour quand on les voit, mais eux aussi établissent un ordre du jour en commun avec les franchisés pour remonter les priorités du réseau. Donc parfois, c'est des sujets sur lesquels on n'est pas forcément anticipé. On s'est dit, tiens, il y a une vraie demande de ce côté-là, donc on va essayer de la traiter, etc. Donc ça permet d'avoir un échange le plus constructif possible. Et l'avantage de ces commissions, c'est que quelque part, nous, en tant que franchiseurs, là, on se met à nu. Enfin, on se dit, personne n'a la science infuse. On est là vraiment pour des discussions à bâton rompu, pour essayer de trouver des solutions. Et on n'est plus du tout dans le côté top-down, quoi. Ok. Et ça, vous vous réunissez tous les combien à peu près pour parler de ces sujets ? Tous les 4 à 6 mois. Ouais. Okay. Parce qu'en fait, il faut quand même se laisser le temps entre-temps du déploiement des décisions qui ont été prises. Donc si on décide, par exemple, une des décisions qu'on a prises dernièrement, on a un menu Berliner, on a lancé un menu classiqueur, un menu XL, ce qui permet d'avoir une profondeur de gamme plus importante et donc de répondre à des sensibilités différentes sur les consommateurs. On peut avoir des étudiants qui ont des petits budgets, ils peuvent se diriger sur un menu classiqueur, on peut aussi faire des menus duo qui sont à moins de 10 €. À l'inverse, on a des menus XL aussi qui peuvent, pour des grosses fins, répondre à une certaine demande. Ça, après, une fois qu'on a décidé qu'il fallait le faire, il faut le faire. C'est pas pareil. Et ça peut prendre du temps. Je veux dire, il y a toute l'ingénierie derrière à mettre en place, les shootings, les fiches produits, qu'est-ce qu'on propose comme offre duo, qu'est-ce qu'on propose, etc. Est-ce que pour les franchisés, ça va être obligatoire sur cette partie-là ou c'est optionnel sur cette partie-là ? Enfin bref, ce genre de choses. Voilà. Et justement, le fait d'avoir une commission, est-ce que les décisions sont aussi un peu mieux acceptées et plus rapidement mises en place que si c'était, comme tu dis, un peu top-down ? C'est-à-dire que là, un peu ceux qui constituent la commission pourraient dire aux gens, attendez les gars, vous nous avez mis là, c'est pour prendre aussi ce genre de décision, maintenant on y va tous ou on n'y va pas, quoi. Ouais. Oui, c'est mieux accepté, parce que déjà, je pense que la décision, peut-être qu'elle est aussi de meilleure qualité, le fait d'avoir réfléchi tout ensemble. Et après, elle est globalement mieux acceptée, parce que ça permet d'avoir une certaine logique dans la prise de décision, et du coup, je veux dire, on n'est plus dans un niveau de granularité où on décide franchisé par franchisé, parce que c'est difficile d'animer un réseau de franchisés. Le lundi, tu vois un franchisé, il te dit blanc, le mardi, tu vois un autre franchisé, il te dit noir, et puis ils sont persuadés d'avoir raison, et le mercredi, on va te dire c'est ni blanc ni noir. Et donc, au final, si tu penses que la bonne décision à prendre, c'est gris, parce qu'il faut faire contenter un peu tout le monde, peut-être que tu te trompes, qu'en fait, c'était vraiment blanc qu'il fallait faire. Donc voilà, donc c'est assez difficile. Donc effectivement, il faut pouvoir aussi quand même prendre des vraies décisions. Ouais. Ok. Et là, tu parlais du siège, vous êtes 15 personnes. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est fonction achat, j'imagine. Qu'est-ce qui t'entoure aujourd'hui pour quel genre de métier support, on va dire, tu as besoin autour de toi pour lancer la franchise, en tout cas pour maintenant la déployer ? Il y a forcément toute la partie opération avec les animateurs réseau. Animateurs réseau, responsable de réseau, direction des opérations, chef de projet digital, ouverture, etc. Ensuite, on a toute la partie marketing, 3 personnes. Ensuite, on a toute la partie, on va dire, la plus back-office,
tout ce qui est finance, comptabilité, contrôle de gestion, administratif, enfin voilà. RH. Et après toute la partie achat et développement. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais des learnings, etc. Moi, j'ai souvent entendu dire qu'en franchise, ou en tout cas dans la restauration, tu as des gros effets d'escalier. Est-ce que, tu vois, j'entendais par exemple, je sais plus qui c'était qui me disait, je crois que c'était Christophe de Spock, qui me disait en gros, au début, tu as deux restos en succursale, tu es le roi du pétrole, ça cartonne, machin. Puis après, tu commences à vouloir franchiser, tu crées une petite tête de réseau, mais c'est compliqué les premiers temps. Puis après, ça. En gros, est-ce que la question sous-jacente, c'est est-ce que ça scale la restauration? Et est-ce que tu remarques ces effets-là ou toi, tu vois vraiment une espèce de courbe un peu classique? Non, c'est sûr que si tu veux, quand tu lances un réseau en franchise, si tu lances ton réseau, au départ, ta maison mère franchiseur, quelque part, elle a forcément pas de revenus. Et en même temps, tu peux pas aller voir des franchisés et dire voilà, je suis tout seul, je vais me lancer en franchise. Donc tu es obligé de structurer en amont. Donc effectivement, j'allais dire, dans un premier temps, l'activité de franchiseur, elle est évidemment pas rentable parce que tu n'as pas encore ouvert tes franchises, que tu es déjà en train de dépenser de l'argent, ne serait-ce que pour te développer, mais aussi pour accompagner les franchisés. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de structure derrière. Donc même si il faut structurer en grandissant, hein, c'est évident, ça sert à rien d'être une armée mexicaine en amont, mais voilà, quand même, il faut quand même pouvoir répondre présent. Donc comme toute entreprise, j'allais dire, dans un premier temps, dans cette nouvelle activité de franchiseur, au départ, tu n'es pas tout à fait rentable. Et puis, au fur et à mesure de la croissance, effectivement, tu gagnes en rentabilité et tu continues à structurer, voilà, tout simplement. Okay. Est-ce qu'il y a des effets de seuil complètement, pas forcément, pas plus que d'autres activités entrepreneuriales, je pense. Ok. Ouais, tu le ressens un peu, pas forcément. Non, après, oui. J'entendais le 25, 50, 100, tu vois, c'était un peu les... Non, parce qu'en plus, je pense que ça n'a pas de sens de dire en nombre de restaurants, parce que, en plus, chaque business model est très différent. Enfin, si tu veux, quelque part, c'est entre avoir 20 restaurants qui font 1 million d'euros et avoir 40 restaurants qui font 300 000 euros, je veux dire, c'est pas du tout la même façon de gérer le réseau, c'est pas du tout les mêmes complexités, et ce sera pas les mêmes revenus non plus pour la maison mère. Donc, je pense pas qu'on puisse juste traduire en nombre de points de vente. Ouais. Ok. Ouais. Et toi, tu disais que tu étais profil un peu école d'ingénieur, école de commerce. C'est un peu la question sur comment tu pilotes aujourd'hui tes restaurants. Est-ce que tu as des métriques en gros que tu suis, je sais pas, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines? C'est quoi et est-ce que tu as une stack d'outils aujourd'hui qui te permet justement de piloter ça un peu comme tu veux? Ou alors il te manquerait des choses et tu dis tiens, il manque ça pour piloter aujourd'hui dans la restauration quelque chose. Aujourd'hui, comment tu pilotes le réseau? On a... on fait les basiques. Hein. Le CA, la marge. Ouais, chiffre d'affaires, la marge, le coût matière, le labor cost, les frais de personnel. Et puis, donc ça, on le fait de manière hebdomadaire. Okay. Parce qu'il faut corriger assez vite si c'est nécessaire. Et après, on a le suivi du PNL dans sa globalité de chaque restaurant, là, au niveau mensuel. Okay. Voilà. Ce qui me manque aujourd'hui des outils, je dirais certainement qu'il y a certaines choses qui peuvent être encore plus automatisées, mais aujourd'hui on travaille avec Devor par exemple sur certaines parties, donc ça aide aussi à fluidifier l'accès à l'information. Donc voilà, après je suis pas toujours partisan moi d'avoir énormément de data. En tout cas, quand on a des projets ciblés de mise en place, oui, on va pondre des nouvelles data parce qu'on a besoin d'avoir des suivis spécifiques sur des lancements de produits, sur certaines choses, etc. pour voir les impacts sur un ticket moyen, voir les impacts sur de la fréquentation, sur des taux de prise, etc. Mais après, au quotidien, sur la marche normale d'un point de vente, je préfère avoir peu de data, avoir quand même les data en temps et en heure, mais genre peu de data mais fiable et travailler dessus réellement, plutôt que d'en avoir trop et au final perdre de vue le principal, quoi. Voilà. Ok. Et c'est quoi toi tu disais marché à 2,5 milliards, je crois. C'est quoi pour toi? Là tu dis que tu en ouvres une douzaine. Tu dis le meilleur devant toi, c'est que tu penses vraiment que ce réseau peut atteindre, je sais pas, 100, 80, en gros, est-ce que tu mets limite à ça? Est-ce que tu as un chiffre en tête ou tu y vas un peu là, d'abord, petit à petit Non, je pense que ça peut aller... Enfin, le kebab, il y a une vraie profondeur de marché. Hein. Tu peux faire du centre-ville, tu peux faire du centre commercial, tu peux faire des villes qui sont de taille moyenne,
parce que tout le monde connaît le kebab. Tu peux faire du retail park, des zones commerciales. Donc tu peux faire vraiment plusieurs typologies d'emplacement. Tu peux faire du drive aussi. J'ai vu qu'il y avait des drives maintenant aussi. Ouais, si. Donc si tu veux, c'est vraiment... j'allais dire une profondeur assez importante. Tout dépend de ce que nous, on va réussir à en faire aussi. Hein, c'est une réalité. Mais le marché du kebab en lui-même, c'est un marché avec une énorme profondeur, quoi. Donc voilà. Nous, aujourd'hui, l'erreur qu'on ne veut pas faire, c'est d'aller trop vite aussi. C'est-à-dire que aller trop vite, c'est parfois se tromper de franchisé, c'est parfois se tromper d'emplacement. Donc on veut pouvoir avoir les bons franchisés et les bons emplacements. Et en même temps, il ne faut pas aller trop doucement non plus. Il faut quand même garder une certaine attractivité au niveau de la marque, une certaine inertie. Donc on pense qu'effectivement, aujourd'hui, le bon niveau de développement pour nous, c'est entre 10 et 20 restaurants par an. Et quand on aura gagné en maturité dans 2-3 ans, peut-être accélérer soit sur du développement international ou soit sur une typologie d'emplacement différente en France. Voilà. Est-ce que c'est pas ça, l'alpha et l'oméga, alors, c'est le bon emplacement et le bon franchisé pour un franchiseur ? Avec le bon concept. Oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, un projet, c'est ce que je dis toujours, mais un projet, c'est un concept, un emplacement et un porteur de projet, un franchisé. Ok. Ouais, complètement. Donc voilà, après, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se tromper sur ces 3 éléments-là. Tu peux avoir le meilleur franchisé avec le meilleur concept du monde, mais si l'emplacement n'est pas bon, ça ne marchera pas. Et de la même manière, nous, j'allais dire, c'est notre responsabilité en tant que franchiseur d'essayer d'avoir le meilleur concept possible, ça c'est une évidence, et d'essayer de l'animer le plus possible. C'est notre responsabilité aussi de valider, quand même, d'être en validation des emplacements et de pas faire prendre trop de risques inconsidérés à des franchisés. Tous les réseaux réfléchissent pas comme ça, mais honnêtement, il vaut mieux se faire chier en amont que... c'est quand même, voilà, l'emplacement, c'est déterminant, et c'est quand même en termes d'image compliqué de commencer à ouvrir sur des emplacements de seconde zone sans potentiel, etc. Enfin, ça laisse penser que l'enseigne est en difficulté, quoi. Voilà. Et ensuite, il faut trouver les bons franchisés. Alors ça, c'est, j'allais dire, à la fois le plus dur et le plus facile. Mais c'est compliqué parce que c'est comme quand tu recrutes en interne aussi. Finalement, parfois, les personnes, il y a un super feeling au début, et puis au final, une fois que les affaires sont en place, etc., le relationnel peut se dégrader pour X raisons. Et à l'inverse, des franchisés où tu pouvais être un peu hésitant, se retrouvent être des franchisés qui apportent beaucoup de valeur au réseau, qui ont vraiment un bon état d'esprit, quoi. Il n'y a pas de science exacte. Non, il n'y a pas de science exacte parce que ça reste de l'humain, finalement. Ouais. Et toi, d'ailleurs, tu disais justement que toi, tu gardais encore cette partie-là un peu dans ton scope. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui le parcours du franchisé pour ouvrir un Berliner ? Il passe par toi, c'est plusieurs entretiens. Comment vous déterminez C'est ça. En fait, dans un premier temps, c'est très simple, mais c'est un premier échange téléphonique. Ensuite, il y a un dossier de candidature. Ensuite, on fait un rendez-vous physique ou visio selon sa situation géographique. Stage de découverte restaurant par la suite, et ensuite, une fois qu'on formalise l'envie mutuelle d'avancer ensemble, là on avance vraiment sur la partie recherche d'emplacement. Donc voilà, ça c'est, j'allais dire, à nouveau une partie déterminante qui peut prendre 2-3 semaines, qui peut prendre 6 mois selon la chance qu'on a aussi, l'énergie qu'on y met, l'exigence qu'on a. Sur l'emplacement, tu veux dire ? L'emplacement, okay. Ouais. Parce que l'emplacement, c'est... Enfin, des fois, il y a des franchisés qui s'en rendent pas compte. Ils commencent la recherche et puis une semaine après, ils ont l'emplacement. Et ils ont l'impression que c'est facile de trouver l'emplacement. Non, c'est juste que ça a eu un coup de bol. Alors que parfois, nous, ça nous est arrivé de perdre des franchisés. Ça nous est arrivé de perdre des franchisés parce qu'au bout de 6-8 mois, ils nous disent « Bon, c'est bon, ça m'a saoulé, en fait. Je peux pas... Enfin, je trouve pas d'emplacement. » Et donc, voilà, et en même temps... on fait pas de magie non plus. Oui, on fait pas de magie, et puis on va pas prendre un emplacement
moyen, juste parce qu'on n'arrive pas à trouver le bon, quoi. Voilà. Donc voilà, donc on essaye d'être actif quand même sur le sujet. Et après, une fois qu'on a l'emplacement, il se passe environ 6 mois jusqu'à l'ouverture, quoi. Avec toute la partie formation, accompagnement, démarrage, mise en place du plan marketing, toutes ces choses-là, quoi. Ok, et donc là, si je postule aujourd'hui, il faut que je m'attende à ouvrir mon Berliner quand à peu près fin décembre, si tu te dis décembre. que le process va vite, qu'on trouve un emplacement rapidement, il faut compter 8-9 mois, quoi, au minimum. Ouais. Ok, donc 1er janvier l'année prochaine, c'est bon, j'ai mon Berliner. Voilà, c'est ça. Trop bien. Et petite question, je parlais récemment à des enseignes justement plutôt tacos et de ça, et elles me disaient qu'elles avaient un peu reproduit le modèle, alors il y a plusieurs modèles comme ça, mais le modèle un peu McDo, KFC, Burger King, c'est-à-dire de tous se mettre au même endroit pour dire finalement tu as le choix entre A, B, C, ou le modèle à l'époque, je pense, Cogent, Com, enfin toutes les salades bars qu'on connaît. Est-ce que pareil, tu parlais de concurrence aussi tout à l'heure, est-ce que tu es dans ce truc-là, tu préfères être tout seul à un emplacement et dire c'est moi le kebab de la rue ou le street food un peu premium de la rue, ou tu veux être à côté de 35 personnes et dire en fait on verra qui à la fin prendra le client? C'est quoi ta position par rapport à ça? Est-ce que tu es OK? Non, moi je pense que la meilleure configuration pour nous, c'est d'être dans une zone de chalandise concurrentielle, mais sans kebab. Ça, c'est la configuration idéale. Parce qu'effectivement, du coup, on a une zone de chalandise qui est éprouvée, avec beaucoup de clients, avec des habitudes de consommation qui se sont créées. Et en plus de ça, on est le seul sur la proposition kebab, qui est quand même une proposition à nouveau qui est qui est loin d'être anecdotique, quoi. Donc du coup, on sait que dans ces contextes-là, on marchera bien. C'est par exemple ce qui nous arrive parfois sur des centres commerciaux. Des fois, on arrive en centre co, on arrive sur des zones de chalandise qui peuvent être très bonnes et très éprouvées, et pourtant, tu n'as pas du tout d'offre de kebab. Et pourtant, un kebab, c'est rempli de mangeurs de kebab en puissance, quoi. Donc, Et est-ce que c'est pas lié justement au côté premium? C'est-à-dire que justement, les kebabs sont dans des emplacements pas premium, et toi, tu es le seul kebab qui se dit je vais peut-être payer un premium sur l'emplacement, parce que je sais que derrière... Mais en fait, c'est un peu notre positionnement. C'est de se dire, attends, nous, on est là aussi pour casser un peu les codes de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et ça passe aussi par le choix des emplacements. Donc, ça passe par l'idée de se dire, il faut quand même qu'on ait des emplacements, effectivement, premium, et tout ce qu'on veut pas faire finalement, c'est se mettre sur un emplacement de centre-ville où on se met sur une rue perpendiculaire à 10 mètres de la rue principale avec 2-3 mètres linéaires de façade. C'est tout ce qu'on veut pas faire, parce qu'en fait, dans ce cadre-là, on fera la même chose que ce que font les autres kebabs, et aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est justement d'être un rôle de leader. On est le leader aujourd'hui sur le marché du kebab, et on veut être le leader vraiment incontesté à terme sur ce marché, et c'est pas en faisant la même chose que les autres. Voilà. C'est dingue, c'est d'être leader avec une vingtaine de points, c'est-à-dire que le truc est vraiment atomisé, quoi. Complètement, c'est hyper atomisé. On fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. En gros, un point de vente Berliner, c'est en moyenne environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, sur 2,5 milliards, c'est encore sur 30 millions sur 2,5 milliards, ça laisse penser qu'effectivement, il y a un potentiel de structuration encore devant nous. Ouais, je pense que les deux seuls que je connais qui ont créé une enseigne, c'est vous et Gur. Je pense qu'il y a une dizaine de kebabs plutôt grosses unités, etc. Mais Gur, avec un positionnement qui est très différent et qui justement est fait sur du drive. C'est ça. Et ok. Et sur la partie marketing com, j'ai vu je regardais tout à l'heure les réseaux sociaux, tout ce que vous faites, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose où tu veux être vraiment... Tout à l'heure, tu disais, le rôle du franchiseur, c'est aussi d'incarner la marque, etc. À quel point tu te mets dedans? Ou est-ce que là, tu délègues le sujet à d'autres gens? Enfin, comment ça se passe aujourd'hui, sa partie marketing? On a une équipe marketing. Effectivement, la communication aujourd'hui, c'est pas que les réseaux sociaux, mais quand même, c'est quand même le principal. C'est une réalité, c'est surtout sur des marques comme les nôtres. Donc, effectivement, il faut qu'on soit performant. Ça suppose à la fois d'avoir un contenu qui ressemble à la marque, et à la fois d'aller chercher de la viralité. C'est difficile parce que sur les réseaux sociaux, on est dans l'instantanéité. Mais pourtant, nous, notre objectif, c'est d'avoir une vision long terme, et donc d'avoir une vraie capacité à justement à pas faire du contenu uniquement
pour aller chercher de la viralité, même si c'est un peu bête, entre guillemets. Donc il faut trouver le bon curseur. Mais oui, on a une organisation en place, on travaille avec une agence, on travaille aussi avec des créateurs de contenu. Ok. Et puis on a une équipe internalisée. Ouais. Vous passez justement, vous faites pas de la création de contenu, donc ça, de l'influence ou je ne sais pas. Oui, et on a aussi une stratégie d'influence, ouais, tout Ok. à fait. On a aussi des influenceurs qui viennent régulièrement, donc avec qui on peut faire parfois des partenariats sur des lancements de produits, ou alors tout simplement organiser des visites en point de vente. Voilà. Et c'est quoi si tu devais lister, tu vois, demain, j'ouvre un Berliner, j'imagine que j'arrive et je vais avoir une espèce de cahier qui va me dire, enfin un cahier ou un PDF qui va me dire, en gros, pour performer en termes de com, on va faire ça, ça, ça. C'est quoi les 5-10 trucs que toi, tu mets en place? Alors en fait, effectivement, donc à chaque ouverture, on va faire un plan marketing, on va faire un plan de lancement. Donc déjà, j'allais dire... c'est très bête, mais effectivement, c'est annoncer les ouvertures sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comment on fait? Moi, je vois de plus en plus de queues de 300 mètres quand les gens ouvrent. Mais au début, tu te dis, bon, c'est exceptionnel, le truc doit être génial. Et aujourd'hui, tout le monde a sa queue de 300 mètres quand il ouvre. Donc, c'est quoi? C'est parce qu'il sait de l'offert. Ok. Oui, c'est de l'offert. Alors, c'est dans le plan marketing aussi, c'est de dire finalement, regardez. Nous, on propose de le faire, hein, c'est pas une obligation. On propose soit de faire de l'offert, soit de faire un service entier où les kebabs, grosso modo, sont à prix coûtant. Voilà. Mais c'est sûr que c'est un peu du fake, hein, honnêtement. Enfin, je veux dire, il faut pas se voiler la face. C'est de la viralité, mais tu t'achètes un petit peu. C'est ça. Donc voilà. Et puis en plus, tu fais souvent venir des clients qui seront pas en réalité ta clientèle. C'est un peu les piques-assiettes, quoi. On va dire. Bon, faut relativiser. Il y a certainement des gens qui reviendront, mais bon, ça sera pas 0 €, quoi. Ouais. Donc voilà, oui, c'est un peu, voilà, quand tu vois sur les réseaux sociaux, gros carton à l'ouverture de machin, etc. Nous, on le fait de temps en temps. On le fait pas souvent, honnêtement, parce qu'on fait d'autres opérations avec quand même des promotions, mais de là à offrir, non. Mais ça peut nous arriver de le faire. Mais effectivement, voilà, faut prendre un peu de recul sur le sujet. Donc voilà, et donc ça fait partie, mais ça fait partie des éléments de communication. Il peut y avoir aussi une soirée organisée avec un DJ, etc. Après, il y a toute la partie aussi, si on est sur une zone de chalandise, typiquement, je sais pas, tu ouvres dans un centre commercial, tu vois comment communiquer avec le centre commercial, est-ce qu'ils ont aussi des affichages à l'intérieur du centre, à l'extérieur du centre, etc., qu'on pourrait utiliser. Donc voilà, et après j'allais dire, il faut pouvoir créer de l'engouement avec des SMS aussi, avec des vidéos d'ouverture. Donc justement, ces événements que tu disais avec plein de monde, ça permet de créer du contenu qu'ensuite tu partages sur les réseaux sociaux avec des sponsors pour dire, vous voyez, c'est la nouvelle place to be, quoi. Voilà. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est une clientèle plutôt jeune, là, plutôt pour le coup, qui va répondre à ce genre de trigger, peut-être réseaux sociaux, queue, etc., etc. Oui, c'est une clientèle plutôt jeune. Après, sur cette partie-là, oui, qui va venir le jour J, oui, parce qu'en fait, il faut quand même vouloir. Hein. Enfin, je veux dire, la réalité, c'est que tu vas jusqu'au centre tu viens, tu tapes 1 heure de queue pour avoir un kebab offert. Faut quand même se motiver, quoi. Enfin, je veux dire, la réalité, c'est que voilà, donc oui, c'est souvent des clientèles très très jeunes. Après, les gens qui viennent grâce à la vidéo qui a été faite, grâce à ce contenu, c'est pas forcément une clientèle jeune. Ce sont des gens qui voient, et c'est vrai que ça interpelle toujours. Regarde, on est en train d'en parler. Ça interpelle toujours. Tu dis, tiens, c'est nouveau, ce truc, c'est quoi? Donc tu regardes jusqu'au bout et ça fait croître la notoriété. Et voilà. Et nous, notre rôle, c'est de dire, oui, on est le leader en France du kebab, on débarque sur telle ville. En vrai, ça peut permettre de faire passer le message aussi. Oui, complètement. Oui, ça attire. Ouais. C'est quoi pour toi le meilleur emplacement? C'est centre-co, centre-ville? Tout à l'heure, tu parlais aussi d'un truc un peu hybride, zone de retail. Ouais, retail park, zone commerciale. Je pense que tous peuvent être bons. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'allais dire le centre commercial. Comme il y a peu de kebabs et il y a souvent des zones de chalandise qui sont assez éprouvées, et à nouveau,
y a de la demande dans les centres co. Donc oui, ce sont des bons emplacements pour nous. Pour autant, centre-ville, ça reste des modèles, si on ne s'affole pas sur les loyers, etc., ça reste des modèles qui sont tout à fait intéressants. L'avantage du centre-ville, c'est aussi de pouvoir faire de la livraison. Donc travailler avec Uber Eats, travailler avec Deliveroo. Donc ça, c'est pas non plus anecdotique selon les emplacements, quoi. Ok. Et ça, c'est aujourd'hui... attends, j'avais 2 questions par rapport à ça. Ouais, pour rester sur l'emplacement, est-ce que tu te vois, toi, demain, justement, ouvrir un Berliner avec un drive, une grosse unité? Ou est-ce que ça se trouve, c'est déjà le cas? Et est-ce que tu crois au modèle Oui, complètement. Ouais, si. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quand même un moyen de consommation aujourd'hui qui a fait ses preuves. Hein. Le drive, je veux dire... si tu enlèves le drive chez McDo, chez Burger King, ils ne seraient pas contents. Hein. Donc c'est quelque chose, je veux dire, le modèle est éprouvé. Je pense qu'il est d'autant plus intéressant sur des produits qui sont des produits, on va dire, des segments de bonne notoriété, de forte notoriété. Le kebab en fait partie, avec un côté populaire. Donc voilà, nous aujourd'hui, notre carte qui s'est étendue avec un range de prix plus important, ça peut aussi matcher. Donc si on a déjà des plans, on a déjà pas mal de choses. Si. Donc c'est Ok. Ouais. Et sur la partie, tu parlais de la marque aussi, sur justement déployer un peu la marque. C'est vrai que, il y a le kebab, marché de 2,5 milliards, t'es leader, mais leader, on va dire, avec, pour l'instant, tu vois, tout le marché à conquérir. Et justement, comment on fait en sorte que cette marque, elle rayonne? Donc là, on parlait des petites vidéos sur Insta et tout, mais est-ce que demain, ça doit passer par la télé forcément? Enfin, comment tu déploies l'image de ta marque aujourd'hui? Est-ce que t'as des enjeux là-dessus? Oui, complètement. Ouais. Et en fait, c'est toute la difficulté, c'est qu'on aimerait tout faire, mais on peut pas tout faire à un moment donné. Ça coûte de l'argent. C'est ça. mais effectivement, il y a des enjeux qui sont colossaux. C'est déjà, nous, on va retravailler cette année sur notre plateforme de marque. Ok. Donc, on en a déjà une, mais on va aujourd'hui la refaire parce qu'on a du vécu entre temps, etc. Elle a pu probablement évoluer. Donc, on va retravailler un peu sur notre plateforme de marque, donc sur notre discours, donc sur vraiment aller plus loin pour savoir qui nous sommes et ce qu'on veut être. Et justement adapter en fonction de ça nos visuels, notre charte, etc. Et nos priorités. Non, pas de changement de branding. Ok. Non. Toutes les agences de com essayent de nous refourguer un changement de branding à partir du moment où on dit qu'on veut travailler notre plateforme de marque, mais non. Okay. On touche pas au logo. Donc voilà. C'est plutôt les claims, c'est plutôt quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est les claims. Tu vois, il y a toujours des choses à améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois ce que je t'ai dit sur la qualité de ce qu'on fait. Je trouve que parfois on le dit pas assez. Voilà. Peut-être un peu par pudeur aussi. Hein. C'est possible parce que voilà, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, franchement, je pense sincèrement qu'on est un des kebabs les plus qualitatifs et les plus clean de France. Voilà. Et on le dit peut-être pas assez. Tu vois. Donc il va falloir quand même qu'on l'assume à un moment donné. Est-ce que tu penses ce qu'on fait et en être fier, quoi. Ouais, mais est-ce que tu penses être seul dans ce marché, en étant le plus clean, mais un des plus clean, est-ce que ça suffit à changer l'image de tout un marché? Ah non, pas du tout. Parce que c'est un peu se battre contre des moulins à vent, tu vois, de dire... Non, mais pas du tout. Mais par contre, ça rassure. Ça rassure les clients. Et c'est pas pour autant qu'on n'a pas d'autres choses à vendre. Je veux dire... ça, c'est un argument de taille. Mais c'est un argument de taille sur un marché quand même où, à nouveau, c'est notre mission de base. Hein. Notre mission de base, c'était de réconcilier un peu les Français avec le kebab et de se dire, voilà, on va redonner les lettres de noblesse au produit qui quand même... Un kebab, c'est hyper bon et objectivement, c'est un sandwich qui a tout pour plaire, quoi. Donc voilà, c'était un peu la raison d'être de la création de Berliner, quoi. Trop bien. Et juste pour finir, 2 dernières questions que je pose un peu de manière assez... à tous les épisodes. Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié? Et est-ce que qui tu penses que je devrais inviter? En gros, si tu as des entrepreneurs comme ça de la restauration qui seraient capables de venir présenter tout ça. Ah, tu me poses une colle. Fallait me la poser avant. Écoute, une question que tu m'as pas posée, non, j'ai pas de... On a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour. En tout cas, je te remercie vraiment.
pour l'échange. Et d'autres entrepreneurs, bah écoute... Lillois peut-être. Moi, j'ai des enseignes avec lesquelles je m'entends très bien, j'ai des affinités. Donc, par exemple, Emmanuel et Auriel de Yogurt Factory, par exemple. Ils sont venus. Ils sont venus, bon, bah, tu vois, donc c'est pas la peine. Ils m'ont pas cité alors. Non, je posais pas la question. Et Guillaume de Waffle Factory, par exemple, qui a en plus un modèle intéressant où ils fabriquent leurs pâtons à gaufres, etc. Donc ils ont un modèle aussi industriel à côté. Trop bien. Et c'est en plus un chic type. Donc voilà. Parfait, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.